Le premier prix va être donc attribué pour le challenge de CFM. Donc je ne sais pas si voilà, Eric est là. Et donc le top 1 a été obtenu par Cyril Delabre, Laurent Desbordes, et le premier étudiant était Christophe Leroux. Je ne sais pas si Christophe Leroux, normalement, doit être... Ah, il n'a pas pu... Donc, il n'a pas pu venir, oui, pardon. Et donc, il se trouve que Christophe Leroux était... donc, il a eu un problème, donc il n'a pas pu venir. Eric présentera quelques éléments. Et il se trouve qu'il a aussi, Christophe, obtenu le premier prix pour le challenge proposé par le laboratoire de neurosciences cognitives computationnelles de l'ENS. Donc, c'est assez spectaculaire. Et je te laisse la parole. Merci. Oui, donc bonjour à tous. Effectivement, Christophe a dû être rappelé d'urgence aujourd'hui dans le Sud. Il avait envoyé ses slides. Moi, je les ai découvertes il y a quelques minutes parce que tout ça, ça s'est fait il n'y a pas longtemps. On va quand même les regarder un petit peu. Ça peut être l'occasion quand même d'échanger sur un certain nombre de choses. Avant ça, donc, j'aimerais rappeler rapidement le contexte. Donc, le challenge consistait à prédire en fait si une action allait monter plus que le marché ou pas à la fin d'une journée de trading sur les 30 dernières minutes à New York. C'est un problème très difficile parce que quand on regarde le prix des actions, et en particulier si on regarde si elles montent plus ou moins que le marché, on voit quelque chose qui oscille très très vite, qui a l'air très aléatoire. Et donc, on avait proposé un benchmark l'an dernier qui faisait à peine mieux, qui trouvait le signe du changement de prix à peine mieux que le hasard, donc à peine mieux que 50%, on va dire. On était à 51,5% de bonnes réponses à la question est-ce que le prix de cette action tel jour va monter plus ou moins que le marché. Donc 1,5 point au-dessus de 50%. Alors ça, c'est pour situer la performance du top 3, dont Christophe. Les prédictions ici sont à 52, pour Christophe, 52,6% de bonnes réponses pour ce signe du changement de prix d'une action. Ça peut paraître petit, mais c'est beaucoup mieux en fait que 51,5%. Si on applique ça en faisant vraiment des achats d'actions, des ventes d'actions, en fait, c'est très bien pour les investisseurs. Donc ces pourcentages ont l'air petits, mais en vérité, ce qui se passe, c'est que comme on a des mouvements de prix assez aléatoires, finalement, ça se moyenne. Et en revanche, si on a régulièrement une bonne estimation du mouvement du prix, on peut vraiment réussir à valoriser l'argent des investisseurs. Donc c'est pas mal. Il y a autre chose que je voulais dire quand même, c'est qu'il y a toujours une difficulté pour les fournisseurs de challenge, c'est de s'assurer que le classement public, donc qui est le classement affiché tout au long de l'année pour les solutions proposées par les participants. Donc une difficulté, c'est de s'assurer que ce classement public et le classement privé sont à peu près les mêmes. Donc le classement privé, il est caché jusqu'aux résultats finaux, en fait. Et donc cette année, heureusement, c'était le cas. Christophe était troisième, je pense, dans les deux classements, par exemple. Donc tout ça pour dire aussi que ces chiffres qui ont l'air assez proches entre le benchmark à 51,5% et puis la solution de Christophe à 52,6%, en fait, ça a un sens. Cette différence a l'air petite, mais elle est stable, et puis elle représente quelque chose. Voilà. Alors, il y a d'autres choses qui sont aussi assez impressionnantes. C'est effectivement, on trouve des participants qui sont premiers à plusieurs challenges. Donc, on voit quand même c'est pas aléatoire toutes ces prédictions et qu'il y a vraiment des choses à faire. Voilà, donc là, je vous propose de passer rapidement sur les slides. Je vais faire des commentaires. On va pas regarder dans les détails parce que je les connais pas. J'ai pas le son là-dessus. Alors, si je passe à la suivante, si j'y arrive. Voilà. Il était un petit peu lent. Qu'est-ce qu'il y a de... On va sauter ça. Ça, je vous en ai parlé déjà suffisamment. Il y avait pas mal de données. Ça, c'est toujours pas mal de données. 700 actions, 700 jours à prédire. Voilà. Là, vous voyez un peu les mouvements du prix d'un stock par rapport au marché. C'est
ça a l'air d'être n'importe quoi. Mais en vrai, les solutions montrent qu'il y a quelque chose là-dedans. Et c'est assez joli, en fait. Un humain a du mal à tirer quoi que ce soit de ça. Alors, là, c'est assez intéressant aussi, cette slide, parce que ça rejoint ce que disait le professeur Mala tout à l'heure. On voit que Christophe a essayé une première solution, donc des forêts aléatoires. Forêts aléatoires, c'est facile à mettre en œuvre, ça a relativement peu de paramètres, ça donne des solutions qui sont, certains diront, souvent un peu moins bonnes, mais qui sont quand même très intéressantes. Voilà. Et donc après, il est passé à une solution plus avancée à base de réseaux de neurones. Voilà. Là, on voit qu'il a utilisé l'une des 2-3 bibliothèques les plus classiques, Keras en l'occurrence, qui est basée sur TensorFlow. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ici que je pourrais... Enfin, il y a sûrement plein de choses intéressantes, plus que ce que je peux dire. S'il y a quelque chose d'intéressant, c'est que il cite des valeurs permettant de résumer les séries temporelles. Donc, quand on voit tout ce bruit, en fait, il y a quand même des choses intéressantes dedans. Il y a des moyennes, il y a des écarts types, il y a une médiane, il y a des asymétries, etc. Donc, en fait, l'astérisque ici fait référence à la toute dernière slide. Voilà. On ne va pas regarder les détails, mais il y a quand même des choses qu'on peut mentionner. Là, vous voyez, il a fait quelques analyses de la distribution de prix. C'est intéressant, hein, parce que ça a des informations. Hein. Peut-être qu'on ne peut pas faire de bonnes prédictions si les prix ne sont pas déformés, hein, en étant un peu plus souvent positifs que négatifs ou des choses comme ça. Il y a une chose intéressante ici, c'est de l'informatique, mais il a utilisé une TS-Fresh, qui est Time Series, une bibliothèque pour les séries temporelles, et qui automatiquement, donc quand vous avez un signal sous forme de série temporelle, peut générer plein de ce qu'on appelle des features, donc plein d'informations sur la série, quoi. Et je me souviens, il y a peut-être 5 ans, 6 ans, 7 ans, je regardais ce que disaient les gagnants sur cette compétition de data science qui s'appelle Kaggle. Ils disaient, ce qui compte, c'est le feature engineering. Donc, il faut penser à des bonnes valeurs à rajouter aux données mêmes. Voilà. Je pense, là, donc, on voit l'architecture de son réseau de neurones. Je ne vais pas le commenter parce que je n'ai pas les détails, mais ça a l'air d'être assez intéressant parce qu'il y a apparemment plusieurs parties du réseau de neurones. Une pour gérer les dates et les numéros de stock, c'est-à-dire peut-être qu'à une date donnée, il y a un comportement commun. Et ça se retrouve dans l'architecture ici. Donc il y a toute cette partie du milieu qui va extraire des informations juste de la date et du type de l'action, du numéro d'action. Donc ça, c'est intéressant. Et ça, c'est mélangé avec la partie de gauche qui est donc juste les changements de prix, en fait. Donc l'architecture du réseau aussi est une partie où on peut mettre de l'intelligence, en fait, et vraiment décider d'une structure qui permet de trouver une meilleure solution. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux dire là-dessus? Pas spécialement. Voilà, donc j'ai fait ce que je pouvais pour essayer de partager des petites choses. Et puis, merci pour votre attention. Voilà. Et puis, bravo à Christophe qui n'a pas pu être là. Merci beaucoup, Eric. Merci d'avoir pris la suite à pied levé et aussi d'avoir proposé ce challenge. Donc, il y a une chose qui est caractéristique, là, vous voyez, qui était bien montrée par Eric Le Bigot ici, c'est le fait que même quand on utilise un réseau de neurones, il est complètement structuré, là, avec des sous-parties qui correspondent à différents types d'informations qu'on sait à l'avance qu'on va extraire. Donc là, encore une fois, c'est l'illustration de cette information a priori. Le deuxième challenge donc, a été proposé par Okin, donc, qui est une start-up d'imagerie ou d'analyse de structure médicale. Et le gagnant, c'est Hugo Touvron, qui est ici. Et je ne sais pas s'il y a un représentant de Okin, si tu veux bien venir. Donc, félicitations. Si tu veux bien dire peut-être avant la présentation un mot sur le challenge, ce que ça... Bien sûr.
Bonjour à tous. Donc, le challenge que Hawking a proposé l'année dernière, c'était un challenge de détection de métastases sur des images d'histologie de cancer du sein. Donc, la particularité de ce challenge, et je pense que Hugo reviendra dessus, mais c'est que les images d'histologie ont une très grande résolution. Elles font de l'ordre de 100 000 par 100 000 pixels. Et ça implique qu'on ne peut pas utiliser directement des réseaux de neurones sur les images. Donc il faut être un peu inventif pour pallier à ce problème. Je tenais à féliciter le gagnant et à remercier Stéphane Mala et son équipe pour l'organisation de cet événement. Merci. Il y a la remise du diplôme, bravo. C'est à noter que donc, Hugo était un étudiant de MVA, donc tu as la parole. Bon, je vais vous présenter ma solution. Donc, tout d'abord, je vais revenir un petit peu sur le challenge. Donc, il y avait 279 patients, dont 11 qui étaient annotés à l'échelle de l'image. Donc, c'est-à-dire que pour la plupart des patients, donc, je vais avoir 1000 petites imagettes qui vont correspondre donc, à sa coupe histologique qui est décomposée donc, en 1000 petites imagettes. Et je vais juste savoir si il est malade ou non. Donc ça veut dire que dans l'ensemble de ces images, il y en a certaines qui vont contenir des métastases, mais je ne vais pas savoir s'il y a une métastase ou non sur une image donnée, à part pour 11 de ces patients qui ont été annotés à l'échelle de l'image. Pour les données de test, j'ai 60 patients dans le test public et 60 patients dans le test privé. Donc l'objectif, vous l'aurez compris, c'est de prédire pour chaque patient s'il est malade ou non, donc s'il y a des métastases sur ces images. La métrique qui est utilisée, c'est l'area under the curve. Donc, pour commencer, j'ai regardé les images des différents patients. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que les contrastes de ces imagettes vont être différents d'un patient à l'autre. Donc ça peut être lié au fait que c'est des patients qui vont venir de différents hôpitaux, de différents centres. Et donc ça peut poser problème, le fait d'avoir des contrastes différents d'un patient à l'autre, parce que supposons que pour un contraste donné, j'ai plus de patients qui soient malades, je pourrais apprendre à tort que le contraste est lié à la maladie, alors qu'il y a de grandes chances que ce ne soit pas du tout le cas. Donc pour ce faire, j'ai normalisé le contraste de chaque patient. En fait, je les ai normalisés pour qu'ils ressemblent à un patient type, donc que j'ai appelé référence. En fait, j'ai pris juste le premier patient du training set et j'ai appliqué la méthode proposée par Zanjani, Histopathology Stain Color Normalization using Deep Generative Models. Donc, c'est basé sur des GAN pour pouvoir normaliser les images. Donc c'est assez simple, en fait, on va convertir l'image RGB en image LAB et on va jouer sur les composantes A et B pour ajuster le contraste. Donc ensuite, j'ai choisi deux types d'architecture pour servir de classifieur. Donc j'ai utilisé un ASNet mobile et un Inception V3, donc c'est deux réseaux qui ont assez peu de paramètres. Je les ai pris pré-entraînés sur ImageNet pour pouvoir converger plus rapidement. Mais sachant que ImageNet, c'est un dataset qui est assez éloigné des datasets d'imagerie. Donc, pour essayer d'améliorer un petit peu les filtres de mes réseaux avant de commencer vraiment l'entraînement, ce que j'ai fait, c'est du self-supervised learning, donc en utilisant la méthode de Context Encoder Future Learning by Imprinting. En fait, je vais garder les premières couches du réseau. Je vais encoder une image d'un de mes patients dans laquelle j'ai retiré un petit carré de l'image. Et à partir des features que je vais récupérer, je vais essayer de reconstruire le patch manquant. En fait, ça suppose qu'il y a quand même une certaine régularité dans ces images. Et j'aimerais que les caractéristiques de mon réseau capturent cette régularité. Donc ensuite, une fois que j'ai fait ces deux étapes, donc la normalisation des histogrammes et le self-supervised learning, j'ai commencé à entraîner mes classifieurs. Donc ce que je fais, c'est que je vais faire une prédiction par image et pas par patient. Donc je vais utiliser seulement les 11 patients qui sont annotés à l'échelle de l'image. Donc la fonction de Cook que j'utilise, c'est la binary cross entropy. L'optimiseur, c'est une descente de gradient stochastique.
Et ce que je vais faire, en fait, pour chaque patient, je vais prédire sur chacune de ces images s'il y a ou non des métastases. Et la prédiction finale pour mon patient, ça sera juste le maximum des prédictions sur l'ensemble de ces images. Ensuite, j'ai fait un peu de data augmentation pendant l'entraînement. Donc, avoir ou non des métastases, c'est une classe qui va être invariante à certaines transformations. Donc, par exemple, le flip horizontal ou vertical, c'est invariant aussi aux rotations, c'est aussi invariant au changement de contraste. Donc, je vais appliquer ces différentes transformations pour augmenter artificiellement mon nombre de données d'entraînement et essayer d'apprendre justement certaines invariances par rapport à ces transformations. Et au moment du test, donc je vais faire une combinaison sur les 8 transformations possibles, donc avec ces 4 rotations et avec ou sans flip horizontal. Donc la prédiction pour une image, ça a donné quelque chose comme ça. Donc ça va être la moyenne des prédictions pour l'ensemble de mes transformations sur le premier réseau, donc le NASNet, et pareil pour l'Inception V3. Donc voilà comment j'ai décomposé mes données. Donc pour le train, j'ai utilisé seulement 11 individus malades et 133 individus sains. En fait, pour les individus sains, c'est beaucoup plus simple parce que si je sais qu'un individu est sain, ça suppose que dans toutes ces images, il n'y a aucune métastase. Donc c'était beaucoup plus simple d'en avoir. Enfin, tous les individus sains, c'est comme s'ils étaient annotés à l'échelle de l'image, en fait. Ensuite, pour la validation, j'ai utilisé 21 individus malades. Donc, j'ai pris ceux des données d'entraînement dont je ne connaissais pas les prédictions pour chacune de leurs images. Et j'ai pris 32 individus sains. J'aurais pu prendre beaucoup plus d'individus malades. Là, vous pouvez voir que je n'utilise pas toutes les données d'entraînement. Mais pour ma validation, je voulais quand même garder un certain équilibre pour que mes scores de validation puissent refléter au mieux les scores que j'obtiens sur le test public et le test privé. Donc ça, c'est les résultats que j'obtiens sur mon ensemble de validation. Donc ça, c'est la courbe ROC. La métrique qu'on utilise, donc l'area under the curve, c'est juste l'air sous cette courbe et on essaye d'avoir l'air maximum. Donc ce que vous pouvez voir en vert, vous avez le résultat de l'Inception V3 seul, en rouge le résultat du NASNet seul, et en bleu vous avez la combinaison des deux, donc ce qui est mon algorithme final. Donc vous pouvez voir sur mes données de validation, j'ai eu une AUC de 96, donc ce qui est très proche de ce que j'ai obtenu sur le test public et sur le test privé. Donc mon découpage de données pour la validation était plutôt assez proche de ce qui était sur le test public et sur le test privé. Donc voilà, pour résumer ma méthode en 3 étapes. Donc c'est tout d'abord une normalisation de l'histogramme des images, donc c'est non supervisé. Je fais ça sur l'ensemble des images de train et de test. Ensuite, du self-supervised learning. C'est pareil, ça va être fait indépendamment de la classe sur l'ensemble des images. Et ensuite, j'entraîne un ensemble de classifieurs. Donc, ils ont une particularité, c'est qu'ils ont été entraînés finalement sur assez peu de données, vu que j'ai utilisé seulement 11 patients malades pour les entraîner. Voilà. Je vous remercie. Donc, Hugo, en l'occurrence, a gagné par rapport à toutes les catégories de candidats. Et parce que, bon, il n'y a pas que des étudiants, il y a des chercheurs, il y a des ingénieurs, il y a des gens un peu partout, y compris, je mentionnerai, il y a un groupe important en Inde qui est dessus. Alors, le gagnant suivant, c'est pour le challenge de Enedis. Je voulais faire juste une remarque par rapport à la présentation de Hugo, c'est que vous avez vu, à nouveau, il y a toujours ce thème d'invariant qui revient, c'est-à-dire qu'un des gros aspects dans le travail qui est particulièrement important, ici, c'était les renormalisations par rapport à contraste, flip, horizontal, vertical, etc. Tout ça sont les sources d'informations a priori, au passage, dont je parle dans le cours. Donc, pour revenir maintenant au challenge, il y a le challenge qui nous a été proposé cette année par Enedis sur la prédiction de profil de consommation. Donc il y a Pierre Cauchois, je crois, qui représente Enedis. Non, il n'est pas là. Le gagnant, c'est David Atentia. Félicitations.
Alors, je voudrais juste préciser que David Atencia n'a pas simplement gagné le prix Enedis, mais aussi le challenge qui avait été proposé par Plume Lab sur les problèmes d'estimation de concentration d'éléments polluants. Alors, avant de vous donner la parole, juste les 3 premiers pour le challenge d'Enedis. Donc David Atencia a gagné. Derrière, il y avait Guillaume Fischer et le groupe de Marc Damès-Fontaine et Anour Malard. Et pour Plume Lab, le 2, c'était Terra Benadelaziz et Sylvain Allard, qui sont là, bravo. Et le 3e groupe, arrivé juste derrière, Pierre Horchenstein et Tong Zhao, qui ne sont pas là, qui étaient des étudiants de l'année d'avant. Donc, félicitations, je vous remets les 2 diplômes. Et peut-être vous pouvez dire un mot sur d'où vous venez, qui vous êtes, puisque vous n'êtes pas... Oh, yeah, in English. I will make, thank you. So, if you can just say a word where you coming from. Yes, I will. Thank you, Professor. Meanwhile, put together your presentation. Good morning to all. Bonjour à tous. I am from Spain. My name is David Atencia. And what I'm going to present is a solution for the Enedis challenge for dynamic profile forecasting. If I may ask, you are an engineer, researcher? Engineer. Engineer working. First of all, thank you for this initiative. I think it's a great event. Starting with the challenge. What Enedis is trying is to challenge the traditional approach using SARIMA models for time series prediction. In this case, they want to use additional information. In this challenge, they supply with 25 additional attributes that we can classify in mainly in 5 groups regarding time, weather, and 3 other big groups related to energy production, power, and consumption. With this, the goal is to forecast the modeling of 7 consumption shape of several mass market customer groups. 4 of them are residential, and 3 of them are commercial, with or without different specific peak off-peak tariff options. To develop the model, Enedis supply with a 5 years period of observations for the residential profiles and only non-complete 3 years for commercial profiles. From these 5-year periods, it takes 1 year as a testing period. To evaluate the performance, they use a score formula, the error metric, that it's a linear combination of the root mean square errors of for each of the 7 profiles. If you can see down where there are the residential coefficients, the residential errors, they weight the error in the residential profiles weighs more than in the commercial profiles. Finally, they set an initial benchmark score of 9.9. Going to the solution. Initially, I tested 3 big groups of solutions: SARIMA models, Bayesian regularized neural networks, and random forest. The first 2 groups didn't work satisfactorily. Presented high computational cost. SARIMA models didn't use additional attributes, no possible sampling to reduce time of computing, and error score above 20. Bayesian regularized neural networks also had high computational cost, problems of overfitting with training data, and error double that of the best score I got with random forest initially. And the selected group of models was random forest, which presented low, medium computational cost. I used random forest for regression, but as you will see, using a classification approach, and error evolved from an initial value of 20 to a final score, final score of 2.8. The most important thing I can share with you is this information. That is what I call the knowledge and score evolution line. It's how the model evolved from an initial score of 20 to a final score of 2.8.
The first stage is what I call the no thinking. Just press the button of the computer. Use all the information, all the attributes, and model one random forest for each profile. That score a value of 20. Working a little bit more, I started feature engineering and attribute selection. Feature engineering for time attribute. Instead of working with only one attribute for time, I generated an attribute for month, day, weekday, hour, and half hour. And additionally, using correlation matrix analysis and variable importance analysis, I decided to drop the variables related to total values, the last total decentralized photovoltaic wind and total consumption. Using all the observations and starting to tune for and try and node size variables, parameters, score evolved from 20 to 7. In the third stage, initially, I couldn't improve the solution. Try different combinations, go backwards to try solutions I drop. But the right question at this point was why there is only one participant that on the 23rd of May posted a solution that half the score, the error, of all other participants. 23rd of May was when Enedis posted an observation related to temporal alignment between the input and output variables. That means there was a 24 hours delay between the input variables and the output variables. So that's what I did. I lack the input and output variables. However, to get an improvement of the score, once you got the predictions for the 7 profiles, you have to do the unlagging to keep the format between testing and training. Additionally, instead of working with 7 random forest models, once for each profile, thinking of how people behave every day, the routines are not based, is the conclusion, are not based on the weekday or the weekend. It's based on the hours. You wake up at the same time, you go to work at the same time, you come back home at the same time. That's why I apply our filtering. Instead of using one random forest for each profile, I used 24 random forests for each profile, 1 for each hour of the day. And that made an improvement from 7 to 4. And finally, what I did is a timestamp change. At the beginning, I was working with Aurodate UTC. However, I was also convinced that people adapt their routines based on sunlight, and working with UTC was not the best option. That's why I decided to create again the time addition attributes using local time. And that represented an improvement in the score. Additionally, I decided to drop the initial observations, the far, far past, because for predicting the near future, it's quite difficult that far past can add additional information for your predictions. And finally, what I did, just to gain a little bit of robustness in the solutions, is generate additional models and embed the solutions. The algorithm is very simple. It's someone more skillful than I can optimize the algorithm. I use 100 lines for this, 6 chunks, applying what I've told you before. Importing and selecting observations, deleting attributes, creating new attributes, lagging input-output observations, select the customer profile, filter the hour, create the random forest, tune the entry value for the random forest, select the entrant value, the optimal entrant value. Again, train the models. With the created models, predict future values. And finally, because we are working hourly, at the end, we had to bind, filter all results, and undo the lagging that I've told you before. Using the same main script, I created 2 very simple model generators, model generator 1, model generator 2. The first one is basically, instead of working with one seed to train the models, I randomly selected 45 seeds
to run the models because they were sensible to that variable. And the second generator was creating for each hour, for each profile, all possible random forest models for the different try values from 3 to 19. And then, based on the mean square error, select those ones for each profile, for each hour of the day, the ones that presented the minimum error. With all this, made different attempts and tries, embed solutions, and got the final score. Finally, based on the learning experience, 3 considerations. Due to the tested solutions, working with the minimum time interval in this problem, in this challenge, is half an hour. I tried to filter twice, filter the hour and filter half an hour. However, I detected that there was a problem between the quality of the prediction and the quantity of observations you use to train the model. So trying to work with observations of every 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes could improve the solution. On the other hand, use of neural networks can be disregarded. It was a personal problem with my computer because I think there can be additional analysis using neural networks. And a third point that I think would be interesting to explore is introduce financial data to increase predictions. Why? The first reason is because it has the same, it's real-time information, almost the same as energy, okay? And I think it could introduce insights for predicting the trend, not exact time values, but also to correct the trend of future predictions. Thank you. Merci. À nouveau, on voit bien là 2 points importants. D'abord, il y a de la vie sans les réseaux de neurones, d'accord. Et même si vous avez un petit ordinateur, vous pouvez faire des choses. Et là, c'était un cas très spectaculaire. Et puis, à nouveau, cette très belle courbe qu'il a montré, le fait que plus vous mettez de connaissances a priori, plus ça marche, il n'y a rien à faire. L'ordinateur ne va pas résoudre le problème à votre place, ce qui est dommage. On va passer maintenant au challenge suivant qui a été présenté par Generali, Building Claim Prediction, donc faire des prédictions de claims. Clémence Devries, qui représente Generali, viendra nous en parler. Et je vais juste vous introduire d'abord le gagnant, qui à nouveau est un étudiant, qui est 2 étudiants qui viennent de Rennes, Florian Potin et Morgane Rioux, qui sont tous les 2 là. J'ai juste mentionné pendant que vous montez sur la salle qu'il y avait, donc le deuxième était Thomas Poiret et Gauthier Lazare. Donc, excusez-moi, le deuxième était Ton Divad et Olivier Grelier. Donc, félicitations. Bonjour à tous. Donc pour rappeler quelques mots sur le challenge, il s'agissait d'une problématique qui est très courante en assurance, à savoir de prédire la sinistralité d'un bien assuré. Donc là, en l'occurrence, c'était un immeuble. Donc il fallait prédire si l'immeuble allait avoir au moins un sinistre pendant l'année d'observation. Donc je pense que la difficulté de ce challenge, c'était les données. Il y avait assez peu de données, des données qui étaient anonymisées. Et surtout, il y avait la possibilité d'ajouter des données externes, donc, grâce à un code géographique. Donc il y avait tout un travail en amont de recherche de données pertinentes pour pouvoir améliorer ce challenge. Je vais laisser la parole aux 2 gagnants. Bravo pour votre participation et merci à tous ceux qui ont participé à ce challenge également. Merci. Félicitations. Donc bonjour à tous. Donc déjà, je vais présenter mon collègue Florian Potin et moi-même Rioux Morgane. Donc on est des étudiants du Master 2 IEF, donc ingénierie économique et financière de la Faculté des sciences économiques de Rennes. Dans le cadre du Master, on a un cours qui s'appelle Data Mining des risques bancaires et financiers, présenté par le professeur Tuferi, qui, dans le cadre de l'examen, nous a proposé de faire ce challenge. Pour décrire le contexte, le challenge il commençait le 1er janvier 2019 jusqu'au 1er janvier 2020. On nous en a parlé au mois d'octobre et on a réellement commencé notre travail au mois de novembre. Donc on avait 2 mois en fait pour réaliser le projet, sachant que en fait c'était un projet parmi d'autres. Donc ouais.
Donc, comme je ne connais pas son prénom, mais elle vous a dit, en fait, la question, c'est celle qui est présentée derrière moi. Donc, à savoir si, en fait, un contractant d'un contrat d'assurance habitat va déclarer un sinistre ou non. Donc, pour répondre à cette question, en fait, on trouve, on va dire, 3 réponses. Donc, la première cause, c'est plus une cause qui est liée à l'habitat lui-même. Désolé, je tremble un peu là, il faut que je me détende un peu. Donc c'est lié à l'habitat lui-même, c'est-à-dire est-ce que la vétusté, est-ce que le bâtiment est ancien et il va y avoir un problème plutôt interne au bâtiment. La deuxième, on va dire que c'est plutôt un facteur socio-démographique, c'est-à-dire que, pour faire clair, c'est un cambriolage par exemple. Quelqu'un qui va cambrioler, qui va faire un dégât matériel pour s'introduire dans le bâtiment, je pense que l'assuré va forcément déclarer un sinistre. Et la dernière réponse, c'est lié au facteur météorologique, par exemple une tempête. Donc du coup, en fait, les 3 réponses, en fait, ça va structurer notre analyse, enfin du moins notre présentation, et on va présenter chaque réponse en 3 parties du coup. Donc là, c'est la base je vous présente un peu la base et quelques variables. Donc comme on vous a dit, en fait, les données sont anonymisées, donc en fait, il y en a vraiment 6 qu'on peut déduire l'information. Donc vous avez le numéro du contrat, l'année de la souscription, il y a une durée du contrat, il y a la superficie, on déduit, hein, et l'année de construction et le code géographique INSEE. C'est ce code géographique INSEE en fait qui va pouvoir nous permettre de connecter d'autres données. Parce que finalement, vous voyez, la grande majorité des variables, on ne sait pas à quoi ça correspond. Et voilà. Donc on va faire des brèves statistiques descriptives, hein, pour vous présenter un peu la première base de données. Donc en fait, ce qu'on cherche à prédire, c'est un résultat binaire. 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de problème. 1, l'assuré a déclaré un sinistre. Donc vous voyez que la proportion, elle est entre guillemets disproportionnée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de gens qui ont déclaré un sinistre que de gens qui n'en ont pas déclaré. Ensuite, donc vous avez on distribue les années des contrats et on se rend compte que le contrat moyen, c'est à peu près autour de juillet 2013. Ensuite, la durée d'exposition, donc c'est la durée du contrat. Donc on regarde, on voit bien que finalement la moyenne, elle est proche de 1, donc ça dure en général 1 an. Et on se propose de matérialiser sur une carte de France la localité des contrats. Donc voilà, on voit par département. Par la suite, en fait, on retravaille nos variables. Si par exemple, pour donner un exemple de la distribution sur la carte, on va se proposer plutôt de fonctionner pas par département, mais par région. Et donc, sur l'ensemble des variables, on fait des traitements. Donc là, par exemple, vous avez la superficie qui est, en fait, quand on la passe en logarithme pour que la distribution soit un peu plus normalisée. Voilà, vous voyez sur la droite la distribution exprimée en logarithme. Donc en fait, pour vous décrire le travail, on a séparé en 2 en fait finalement. On a fait une partie plus dans l'analyse de données et la deuxième c'est la modélisation. Sachant que l'analyse de données c'est ce qui prend à peu près 80 à 90% du travail. La modélisation c'est un peu plus facile entre guillemets. Et aussi on a utilisé le langage informatique R pour la programmation. Donc je vais passer la parole. Alors bonjour à tous, je vais vous préciser comment on a à peu près modélisé ce problème. Déjà, on a procédé différemment des autres challenges. Nous, on a procédé par plusieurs étapes. On a travaillé principalement notre échantillon et on a fait les mêmes modèles à chaque fois sur plusieurs bases d'apprentissage différentes. On a commencé avec la base que le data provider nous a fournie, auquel on n'a ajouté aucune variable. On a seulement retravaillé les modalités qui étaient un peu obscures, on va dire. On a fait tout simplement des tests du Ki2 sur les modalités qui se ressemblaient au sein d'une même variable et on les a combinées. Et ensuite, on a essayé un peu de réfléchir comme une personne de Generali réfléchirait, c'est-à-dire les variables les plus pertinentes au sens réel de la question par rapport à la superficie et à la position géographique. Et comme mon collègue vous a dit, on a créé les variables de région et de département qui nous ont permis de fournir une information par ces variables à la fois géographique et sociale, on va dire. Et on a répété les mêmes opérations à chaque fois. Et on a commencé par un modèle logistique pour pouvoir faire notre propre benchmark, faire un modèle assez facile et assez interprétable par rapport au réseau de neurones, etc. Et on avait obtenu un indice de Gini de 0,40 qui était la mesure métrique sur l'échantillon de test et qui nous passait à peu près au niveau du benchmark initial. Et à partir de ça, on a commencé à rajouter des variables, mais le coût pour les ajouts des variables n'était pas extrêmement intéressant pour nous. On a remarqué que les variables les plus pertinentes étaient déjà fournies par le data provider, malgré les précisions qui nous étaient fournies. C'était principalement les variables qui concernaient la structure du bâtiment et sa localisation.
Et avec ça, et une régression logistique toute simple, on arrivait à battre le benchmark. Et on a répété plusieurs méthodes par la suite qui allaient... Donc là, on passe à la partie 2. Donc la première partie, c'était vraiment sur le bâtiment lui-même. Donc après, on se propose de rajouter des données sociodémographiques. Donc comme on a dit, la moyenne de notre contrat se situe à peu près au 2014. Donc on va sur le site de l'INSEE et on récupère des données pour chaque commune, des données du type le nombre de pharmaciens dans la ville, le nombre de magasins, combien de parfumeries, combien de chômeurs. Enfin, c'est vraiment, il y a à peu près une centaine de variables, 120 variables, qui vont nous donner vraiment des données sur la commune, savoir quelle est la structure, est-ce que c'est une banlieue, est-ce que c'est plutôt une zone rurale, et ainsi de suite. Et donc, du coup, par la suite, on a décidé de se lancer dans des méthodes qui sont un peu moins interprétables, mais qui sont plus puissantes dans un sens de performance, on va dire. Et malheureusement, pour notre échantillon, les random forests n'étaient pas très performantes, que ce soit sur les premiers échantillons qu'on avait avec aucune donnée externe et avec les données externes. Et ça nous avait un peu perturbé. Du coup, on a décidé de se lancer dans des méthodes qu'on ne connaissait pas forcément extrêmement, parce qu'on est dans une formation économique plutôt. Et on s'est lancé dans les réseaux de neurones. Et on était très content de suivre un peu le cours, mais je ne pourrais pas vous expliquer clairement. Mais on a utilisé toutes les variables qui nous étaient disponibles et on a essayé de faire le réseau de neurones qui fitait le mieux par rapport à nos données. On a été assez pragmatique sur notre question et on a essayé de fournir le meilleur réseau de neurones. Et c'est le modèle qui a gagné. Et le modèle qui est arrivé deuxième, c'était aussi un des nôtres, c'était un boosting. Donc moi, je pense que ce qui a permis de vraiment démarquer notre performance, si je peux employer le mot, c'est le traitement des données tout simple. Au-delà de la modélisation, on a essayé d'avoir aucune valeur manquante. Et on a travaillé toutes les valeurs manquantes. Quand c'était des variables qualitatives, on a essayé de regrouper les modalités tout simplement avec des tests du Ki2, parce qu'il y avait des modalités extrêmement déséquilibrées dans des variables. Et on avait un échantillon total de 20 000 individus, je crois, ou 11 000 individus. Oui. Et il y avait des modalités où il y avait 10 personnes dedans. Donc on a fait tout simplement un test du Ki2, même si ça n'a pas vraiment de sens. Ça avait un sens statistique simple, mais pour ne pas perturber les algorithmes. Et donc, grâce à ça, on a réussi à avoir des modèles qui étaient assez tous performants, qui battaient tous les benchmarks, que ce soit sur l'échantillon public ou privé. Et grâce à ça, on a réussi. Et le modèle qui a gagné, c'était un modèle de réseau de neurones. Et le deuxième modèle, c'était un boosting, tout simplement. Et ensuite, voilà. Donc, la troisième partie, c'est plus sur les données météorologiques. Donc là, c'est plus un travail de programmation. Donc en fait, on utilise l'API Synop de Météo France. Donc vous avez le site. En fait, ce que vous voyez sur la carte de France, les points bleus, c'est les bases météorologiques qui prennent des mesures de toutes les 3 heures, il me semble. Donc du coup, en fait, pour récupérer les bases météorologiques, d'abord, il nous faut le code INSEE. Sur le bâtiment, on va le géolocaliser par sa latitude et sa longitude. Le deuxième travail, je reviens sur la carte, c'est ensuite de géolocaliser les stations météo France. Et donc, du coup, on a leur position. Ensuite, il faut savoir quelle est la zone météo France la plus proche de l'immeuble. Donc, en fait, la Terre, elle est ronde. On ne peut pas faire une distance euclidienne classique. Et on va utiliser la méthode de Haversine. Donc, vous avez le calcul derrière. Et on cherche à minimiser cette distance. Parce qu'en fait, vous voyez, c'est rond. Donc ça nous permet de trouver la station la plus proche du bâtiment. Donc là, vous avez un descriptif des variables que Météo France nous donne. Ensuite, en fait, quand on a géolocalisé la station Météo France, on va récupérer la date à laquelle le contrat a été souscrit et on va récupérer la donnée d'exposition. Donc si par exemple expo égale 1, ça veut dire 12 mois. En 2016, on va récupérer l'ensemble des données des 12 mois météorologiques dans la station qui est proche du bâtiment. Donc là, vous avez période de mesure de la rafale, état du sol, phénomène spécial, nébulosité totale. Enfin, vous voyez, il y a tout un tas de variables. En fait, elles vont les récupérer toutes les 3 heures sur une donnée d'un mois. Donc en fait, ça fait énormément de variables. On propose déjà de faire une moyenne et un calcul de dispersion, on va utiliser l'écart type. C'est tout simplement pour savoir si justement il y a eu un phénomène météorologique extrême du type une tornade ou une chute de neige importante qui peut avoir dégradé le bâtiment. Ensuite, dessus, on fait tourner un XGBoost et au final, en fait, on se retrouve avec une courbe ROC de 0,7, ce qui est très peu différent des résultats qu'on a eu précédemment avec simplement 2 bases de données, voire une base de données. Donc en fait, en termes d'optimisation, le temps de travail investi pour finalement la plus-value apportée du modèle, on se décide d'abandonner cette solution parce qu'en fait, vous voyez, le temps imparti était assez limité. Donc du coup, en voyant ces résultats, on ne propose pas de soumettre les résultats directement.
du coup, comme a dit mon collègue, on a utilisé les données météo et ça, c'est plutôt une piste pour Generali. On n'a pas eu le temps, nous, on a eu qu'un mois et demi pour faire le challenge et les données météo qu'on avait à disposition étaient extrêmement trouées, si je peux employer le mot. Il n'y avait que pour les grosses communes et le reste est payant. Et nous, en tant qu'étudiants, on ne pouvait pas prendre l'abonnement Météo France qui est extrêmement cher. Et donc, je pense que c'est une piste à explorer car uniquement avec les données de base qui étaient toutes anonymisées, et la population de la commune, on a réussi à gagner le challenge en fournissant un modèle et même nos régressions logistiques étaient bien au-dessus des benchmarks souvent. Et donc on pense que là, le challenge proposé était surtout un travail et gestion des valeurs manquantes. Rapidement terminé avant le pot, je vais remettre l'ensemble des prix pour tous les autres challenge. Donc le challenge suivant était proposé par Dream. Donc c'était un problème de prédiction d'oscillation lente. Le Valentin Torret, je ne sais pas si le... Ah oui, merci. Et le gagnant est Armand Lacombe, qui était donc étudiant en 2019. Les deux suivants étaient Thomas Poiret et Gauthier Laxart. Bonjour à tous. Du coup, oui, le challenge, c'était, comme l'a dit Stéphane, de prédire, étant donné l'activité cérébrale d'une personne pendant son sommeil profond, d'essayer de prédire si oui ou non elle va rester en sommeil profond. Donc l'intérêt derrière ça, c'est qu'on est capable en fait d'utiliser une stimulation sonore pour consolider le sommeil profond et qu'on va avoir envie de le faire uniquement quand on détecte que la personne va sortir du sommeil profond prochainement. Donc on a eu pas mal de participation sur le challenge et pas mal de participation significativement au-dessus de la chance. Et donc je voulais remercier déjà tous les participants, le vainqueur bien sûr, et remercier du coup l'équipe du Challenge Data pour l'organisation et le suivi tout au long de cette année. Donc félicitations à nouveau. Bravo. Et le challenge suivant était proposé par Napoléon AM sur la prédiction de Sharpe Ratio. Le représentant, c'est Marc de Ligneris de Napoléon, merci. Et le gagnant, c'est Laurent Desbordes, qui est ici, bravo. Oui, bonjour à tous. Nous, notre challenge, c'était de maximiser un Sharpe Ratio, c'est-à-dire, on va dire, de faire la meilleure combinaison de stratégies pour le futur, en connaissant les données sur les 20 derniers jours. Derrière ce problème, c'est tout l'assemblage de stratégies et la construction de portefeuille. En fait, c'est essayer de faire mieux que ce qui se fait aujourd'hui, qui consiste à mettre la même quantité de risques sur toutes les stratégies, ce qu'on appelle l'Equal Risk Contribution. Mais c'est un challenge qui est très très compliqué et merci à tous ceux qui l'ont essayé, merci et bravo aux vainqueurs. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je travaille dans la finance. En fait, du coup, ça a aidé. J'ai fait plutôt du feature engineering, à utiliser du random forest ici et du gradient boosting. Et donc, si des personnes sont intéressées, j'ai mis sur mon GitHub le notebook et une présentation. Ça s'appelle donc LJMDub, c'est le DEB. LJMDEB, c'est le nom du répertoire GitHub. Et j'ai mis aussi la solution que j'avais trouvée sur CFM et sur le laboratoire de l'ENS de neurosciences, où j'étais deuxième. Ça, c'est juste pour vous dire que les gagnants étudiants ont vraiment beaucoup de mérite parce que vous êtes face à des professionnels avec des chercheurs, des ingénieurs et maintenant pas simplement en France. Et d'ailleurs, le gagnant du challenge de Monea Technology Screening and Diagnosis of Esophageal Cancer in Vivo, le représentant de Monea, c'est Giacomo Nardi, qui est ici, qui va venir nous présenter. Et ce sont des étudiants qui ont gagné, donc Lina Mesgani et Jean-Baptiste Sévestre, qui sont là. Non? Oui, ils sont là. Alors, je vais vous laisser présenter le challenge.
Bonjour à tous. Alors, le challenge de Mauna Kea concernait la classification automatique d'images qui sont prises par une mini-sonde lors de la colonoscopie, dans ce cas de la gastroscopie, pour la classification automatique des grades du cancer de l'œsophage. Et alors, la principale difficulté, c'est que ce sont des images de faible qualité, donc avec un SNR assez faible, avec un champ de vue qui est assez réduit. Et du coup, parfois, c'est difficile d'en extraire des informations intéressantes, voire même d'avoir une labellisation cohérente, parce que dans certains cas, c'est difficile de décider quel est le grade approprié associé à l'image. Et ce sont effectivement des problématiques qui ont été abordées par les étudiants, qui ont en général bien analysé les données. Et du coup, on était vraiment content des approches qui ont été faites par les étudiants, notamment par les gagnants, que je félicite, et je remercie aussi l'équipe d'organisation du challenge. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Écoutez, là, je travaille dans une start-up qui s'appelle InstaDeep, sur des problèmes d'optimisation combinatoire qu'on essaie de résoudre avec du Deep Reinforcement Learning. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, le challenge suivant a été proposé par Natixis, sur de pricing d'instruments exotiques, qui nous sera présenté par Olivier Croissant de Natixis. Le gagnant était Émérite de Mondeville, qui est ici, et les deux suivants étaient Akram Taïb et le troisième était Clément Ménard. Bon, alors le sujet de ce challenge, qu'on appelait fast pricing, c'était en fait de l'interpolation non linéaire en très grande dimension. Et alors, ce qu'on appelle très grande dimension, ici, c'était 23 dimensions. Mais 23 dimensions avec 1 million de points, eh ben 1 million de points, c'est pas beaucoup dans 23 dimensions. Si on fait le petit calcul du professeur Mala, on se rend compte que ça fait moins de 2 points par dimension. On n'arrive même pas à faire de l'interpolation linéaire normale. Et donc, on a vu plusieurs phases dans ce challenge. Et à la fin, la performance donc, des gagnants est vraiment stupéfiante. Et je suis curieux de voir leur idée là-dessus. En tout cas, merci au professeur Mala pour cette opportunité d'organiser des challenges aussi intéressants. Et donc, bravo aux gagnants. Voilà, je lui laisse la parole. Alors, déjà, je ne suis pas Émeric. J'étais avec Émeric en équipe et on est arrivés tous les deux premiers. Donc, moi, je m'appelle Harold Guénaud, je suis consultant en finance. Donc, je connaissais un peu le sujet d'un point de vue fonctionnel. Donc, Émeric et moi, et Akram qui est ici présent, on travaille tous les trois dans le même service. Et on s'est donné un peu le défi de faire ce challenge. On est arrivés tous les trois dans le top 3, en fait. Donc, je félicite également Akram, du coup, ici présent. Donc, on a des solutions assez similaires, finalement, pour arriver à obtenir des tels scores. On est passé par des réseaux de neurones, mais on a fait plusieurs réseaux de neurones avec des caractéristiques très différentes qu'on a combinées entre eux via un métamodèle. Donc, c'est ce qu'on appelle du stacking. Donc, en l'occurrence, on a utilisé une régression linéaire. Après, les types de réseaux de neurones, moi, j'ai essayé de faire une variante de ResNet. Puis j'en ai fait 17. Après, je crois que ça pouvait monter plus haut, jusqu'à 50, je crois, pour Akram. Après, pour les optimiser, du coup, il fallait des hyperparamètres qui soient assez différents pour aborder le problème d'une manière un peu unique à chaque fois. On a utilisé des méthodes différentes. Personnellement, j'ai utilisé l'optimisation bayésienne. J'ai testé des milliers de combinaisons possibles d'hyperparamètres. Donc l'optimisation bayésienne, c'est une estimation de la fonction de coût en fonction des hyperparamètres et essayer de localiser le point qui va nous donner le plus d'informations sur cette fonction de coût pour l'évaluation suivante. Donc voilà. Merci beaucoup.
Alors, le challenge suivant était proposé par Ose Énergie. Donc là, c'était un cas intéressant parce que ça a été proposé visiblement dans un cours en Inde. Et les 5 premiers, en fait, il y avait 4 ex-aequo, sont en Inde, donc ne sont pas venus. Et le 3e dans le ranking, parce qu'il y en avait 3 premiers ex-aequo qui ont dû donc travailler ensemble, c'est Mohamed Okinzayani, qui est peut-être ici. Oui, donc félicitations, vous êtes le premier Français, le gagnant français. Je vous remets le diplôme, si vous pouvez. Félicitations. Peut-être dire un mot sur ce que vous faites. Oui, bonjour à tous. Mohamed Ekel Zayani, je suis ingénieur dans une petite boîte qui s'appelle Openfield. En fait, je travaille sur des problématiques autour de tout ce qui est bâtiment connecté. Et ce challenge m'a particulièrement intéressé, étant donné qu'il y a eu même une collaboration avec la boîte dans laquelle je suis et Ose Énergie sur certains projets. Donc j'ai trouvé le challenge assez intéressant, étant donné aussi qu'on essaye de comprendre certains phénomènes autour de la réservation de salles. Donc ça, c'était un problème très intéressant. Et puis également, je m'intéresse à tout ce qui est énergie. Et j'ai participé au même challenge que M. Atencia. Congrats for your performance. Donc voilà, c'est des problématiques auxquelles je m'intéresse. Et voilà, donc j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Merci beaucoup. J'ai oublié d'afficher. Alors, le challenge suivant était un challenge proposé par Posos. Donc, c'est des problèmes de classification de langage naturel en lien avec des drugs, des médicaments. Merci. Donc, le gagnant était un étudiant, a fait son doctorat en 2019. C'est Johan Lefaou qui est ici. Bravo. Donc, félicitations. Vous voulez dire un mot sur ce que vous faites maintenant? Vous venez d'avoir votre doctorat? Oui, c'est ça. Donc, merci beaucoup. J'ai soutenu mon doctorat début octobre, donc c'est très récent, effectivement. Donc, je voulais remercier Stéphane Malin et puis donc les équipes du Challenge ENS pour l'organisation, ainsi que donc l'entreprise Posos qui a proposé ce challenge. Alors en fait, mon doctorat, donc, ça portait sur alors je vais essayer de faire court. Hein. Ça porte sur la modélisation des durées, donc tout ce qui est prédiction de durée. Alors moi, j'étais dans le domaine de l'assurance, donc ça va être par exemple tout ce qui est prédiction de la durée de vie ou de la durée restant à vivre. Voilà. Tout ce qu'on appelle l'analyse de survie en statistique. Et donc là, le challenge, c'était très différent. Ça portait sur de la classification de texte. Et donc pour moi, ce challenge, c'était un peu une opportunité, parce que c'est un dataset en français et en fait des datasets labellisés dans la langue française. Quand on prend des textes, il n'y en a pas tant que ça. Et en plus, qui viennent de l'industrie, donc particulièrement intéressant. Et donc ici, on avait en fait c'était des personnes qui avaient posé des questions sur des forums médicaux. Et donc c'était labellisé. Il y avait en fait 50 classes. Donc par exemple, une question pouvait porter sur les interactions médicamenteuses, pouvait porter sur des effets indésirables. Donc voilà, il y avait 50 classes comme ça identifiées. Et donc le sujet, c'était donc de résoudre ce problème de classification. Et donc pourquoi c'était une opportunité pour moi? Parce qu'en fait, dans le cadre de mon travail actuel, on s'intéresse aux nouvelles méthodes de NLP. Et donc je crois que c'est en octobre ou novembre, il y a eu des nouveaux modèles dans la langue française, donc avec Camembert, puis plus récemment Flaubert. Et donc ça a été l'opportunité en fait de tester ces nouvelles méthodes sur des problèmes concrets. Et pour répondre à la question, donc actuellement je travaille dans une start-up qui s'appelle Zelros, qui construit des logiciels pour les assureurs, qui intègrent des technologies d'IA et pour automatiser certaines tâches donc, dans le monde de l'assurance, notamment tout ce qui concerne la relation client.
Et le dernier qui sera présenté ici, c'est donc un challenge un peu particulier, l'Human AI, qui était un challenge sur la prédiction du nombre de coups qu'il fallait pour résoudre un petit Rubik's Cube de 2 x 2 x 2. Et c'est un cas intéressant parce que c'était un cas où en fait il n'y avait pas besoin de faire de machine learning. C'est-à-dire qu'il y avait une manière algorithmique, brute force, de résoudre le problème. Et donc, ceux qui ont gagné, c'est ceux qui ont appliqué l'algorithme brute force. Donc ça, je pense que c'est très moral, c'est-à-dire que tout n'est pas machine learning dans la vie. Il y a des fois où il y a des algorithmes directs qui gagnent. À ce moment-là, pas de raison de ne pas les utiliser. Et donc, les gagnants qui ont 0 erreur, évidemment, c'est Clément Roussel et Arnaud Fantôme, qui sont ici. Il y avait un autre gagnant ex aequo qui est François Napp. Un autre, évidemment, gagnant ex aequo qui avait aussi appliqué cette méthode brute force, Rémi Léluc et Gauthier Talec. Et puis le premier qui a fait du machine learning, donc numéro 2 avec lui une erreur, ou l'équipe, c'était Nicolas Casambianca et Alexandre Vérine. Donc félicitations pour votre solution brute force. Excusez-moi, c'est pas le même. Voilà. Merci. Voilà. Il y en a 2. Et donc, le dernier challenge, il n'y a pas de remise, car le gagnant français n'est pas ici, était proposé par BCM Énergie, et donc qui était un problème de prédiction à partir d'un historique de consommation, consommation électrique. Voilà, ceci termine les challenges. Donc, je voudrais surtout remercier toute l'équipe et l'année dernière en particulier John Zarka qui est ici et Louis Thierry, que je voudrais remercier. Et donc, il y a un pot ou une sorte de déjeuner rapide pour ceux qui veulent aussi discuter, rencontrer les challenge providers. Je vous remercie.